Bill Gates, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, et Mark Rutte, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, sont accusés d'avoir planifié ou facilité le déploiement d'une arme bioterroriste, communément appelée vaccin Covid, sur la population néerlandaise. Il s'agit d'un véritable procès, et c'est probablement le seul au monde à affirmer que la crise du Covid n'était pas un problème de santé publique, mais un projet des gouvernements, et que ce projet a entraîné des pertes humaines massives que l'on pourrait peut-être assimiler à une forme de génocide. Une première plainte a été déposée en 2023 aux Pays-Bas par 7 citoyens qui affirmaient avoir été blessés par les vaccins et dont l'un est décédé entre-temps. Et malgré une pression incroyable, cette affaire poursuit son cours devant les tribunaux. La prochaine audience aura lieu lundi 9 mars à Amsterdam et elle sera décisive quant à savoir si les experts de l'accusation seront autorisés à témoigner. Sacha Latipova fait partie de ce groupe d'experts et j'ai le grand plaisir de l'interviewer aujourd'hui pour Essentiel News, un média basé à Genève qui est consacré à l'agenda mondial. Bonjour Santa, comment vas-tu? Très bien, merci. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour répondre aux questions de notre public francophone. Merci de m'avoir invité. Merci, oui. Sacha, je pense que beaucoup des auditeurs français ne connaissent peut-être pas votre travail. Alors, avant d'aborder ce procès, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer plus concrètement quelle expertise vous avez qui vous qualifie pour témoigner dans cette affaire? Oui, bien sûr. Actuellement, je ne travaille plus dans l'industrie pharmaceutique, mais j'y ai passé environ 25 ans. J'ai travaillé dans la recherche et le développement et occupé différentes fonctions au sein du secteur pharmaceutique dans plusieurs domaines thérapeutiques, principalement avec des médicaments. Je n'ai jamais travaillé directement sur les vaccins, mais ces dernières années, ma spécialité concernait l'évaluation de la sécurité cardiovasculaire et la collaboration avec la FDA et d'autres autorités réglementaires internationales. Je suis donc très familière avec la manière dont les médicaments sont censés être réglementés, aussi bien aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale. Par ailleurs, j'ai constitué aujourd'hui un ensemble assez important de connaissances sur la question. J'ai commencé à me renseigner sur la situation liée au Covid et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai d'abord pensé que les gouvernements paniquaient et réagissaient de manière excessive, car la maladie elle-même ne semblait pas particulièrement dangereuse, elle ressemblait plutôt à une grippe. Au départ, je n'y ai donc pas prêté beaucoup d'attention. Mais lorsque les autorités ont commencé à promouvoir l'ARN messager comme méthode de vaccination, cela m'a immédiatement alarmée. Je me suis dit, c'est pas possible. En effet, je savais que ce type de produit relevait d'une classe de médicaments très risqués, proche de la thérapie génique, avec des risques potentiellement importants de toxicité connus. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que quelque chose de très grave était peut-être sur le point de se produire. J'ai donc commencé à examiner la situation par moi-même. Depuis environ 2021, j'ai rassemblé un volume important d'éléments et d'analyses sur ce sujet que j'ai publié, tout en intervenant dans différentes conférences et podcasts. L'équipe juridique a donc entendu parler de mon travail. Elle m'a contacté et m'a invité à intervenir comme témoin expert. Mon rôle porte notamment sur les questions de réglementation, les éventuelles violations des règles existantes, ainsi que sur les cadres juridiques appliqués dans cette affaire afin d'y apporter mon expertise. Alors, pouvez-vous expliquer plus en détail quels sont les éléments spécifiques qui permettraient de qualifier ces injections d'armes biologiques? Oui, cela fait justement partie de mon expertise. Catherine Watt et moi-même avons déjà rédigé ce travail et nous avons pu déposer notre témoignage écrit dans le dossier du tribunal. Cela a été fait dans le cadre de l'appel qui doit avoir lieu le 9 mars. Quoi qu'il en soit, ce document a déjà été versé au dossier. Mon analyse se présente sous la forme d'environ 60 pages d'expertise écrite
auxquels s'ajoutent près de 200 mégaoctets de documents sources en pièces jointes. L'essentiel de ma conclusion est que ces injections, telles qu'elles ont été administrées aux personnes, sont indiscernables d'une arme. En effet, l'empoisonnement est une méthode aussi ancienne que l'humanité, et l'une des manières les plus efficaces d'empoisonner est l'injection. Les fléchettes empoisonnées existent depuis des milliers d'années. Il n'y a donc rien de particulièrement complexe ou scientifique dans ce principe. La distinction entre un médicament et un poison ne tient d'ailleurs pas toujours aux ingrédients eux-mêmes, mais souvent à leur usage et à la manière dont ils sont administrés. Lorsqu'on examine l'ensemble du processus, le cadre juridique dans lequel ces produits sont achetés, la façon dont ils sont fabriqués, distribués et administrés, ainsi que les mensonges qui ont accompagné leur utilisation, on peut considérer que leur usage est indiscernable d'un empoisonnement, et un empoisonnement constitue par définition une arme. C'est essentiellement la conclusion de mon expertise. Comme vous l'avez mentionné, il s'agit pour l'instant d'une procédure civile. Nous ne sommes donc pas dans le cadre de poursuites pour crimes contre l'humanité ou d'une procédure pénale. À ce stade, c'est une affaire civile, mais nous espérons qu'elle pourra éventuellement conduire à une procédure pénale et être portée devant des juridictions compétentes en tant que crime contre l'humanité. Ma conclusion est donc que ces injections sont indiscernables d'armes, mais il appartiendra au tribunal de déterminer si cela relève juridiquement de notions telles que le génocide ou d'autres qualifications similaires. Vous avez dit avoir pu soumettre un témoignage écrit parce qu'il me semble qu'auparavant, ça n'était pas autorisé. Oui, c'est ça. Pour l'instant, nous demandons encore au tribunal de nous permettre de le faire, donc nous en sommes toujours aux étapes préliminaires. Je dois peut-être revenir un peu en arrière pour expliquer. Dans le droit néerlandais, il existe une procédure ouverte à tous les citoyens qui permet de faire un exposé préliminaire devant un juge dans des affaires complexes. C'est dans ce cadre que plusieurs experts, dont nous, avons été invités à participer. Les avocats voulaient utiliser cette procédure pour nous faire intervenir d'abord devant le tribunal, ce qui devait se faire devant la juridiction de première instance. On m'avait dit que l'on ne pouvait pas vraiment perdre dans ce type de procédure, car c'est en quelque sorte un droit constitutionnel aux Pays-Bas. Pourtant, nous avons perdu en première instance. Le juge a dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça pour diverses raisons ». À ce moment-là, ils n'ont même pas autorisé la presse à entrer dans la salle d'audience, alors qu'il s'agit normalement d'une audience publique. Ils ont pris toutes sortes de décisions de ce genre. Dans le cadre de l'appel, l'avocat nous a demandé de soumettre des déclarations écrites, ce que nous avons fait. Il les présente donc maintenant comme élément dans l'appel contre la décision de la juridiction inférieure. L'affaire n'est pas encore examinée sur le fond, mais il utilise déjà ces documents pour expliquer pourquoi on ne devrait pas nous refuser cette procédure et pourquoi les plaignants devraient pouvoir faire intervenir leurs experts. Ok, merci d'avoir clarifié ça parce que tout le monde a un système judiciaire différent. Mais de toute façon, à mon avis, c'est vraiment fantastique que ce genre d'expertise puisse être diffusé de manière officielle et publique. Oui, je l'ai déjà publié et Catherine a publié le sien également. On peut les trouver sur mon Substack. Le témoignage de Catherine porte sur le droit et sur l'histoire du droit concernant ce type de vaccin et les situations d'urgence. Son texte est une analyse très détaillée du cadre juridique pertinent. Le mien est une analyse très détaillée des réglementations applicables et des éléments de preuve montrant comment tout cela a été complètement violé et comment, en substance, les gens ont été trompés à propos de ces produits. Oui, absolument. Et nous allons suivre cette affaire, nous rendre sur place et traduire aussi une partie du matériel.
Nous traduirons les documents et nous avons déjà doublé quelques témoignages, par exemple celui de Catherine Austin-Fitz. Je pense donc que c'est très important. Je voudrais juste revenir sur une chose que vous avez évoquée plus tôt. Parce que si on se place dans la perspective de concevoir une arme biologique, il est plus logique d'utiliser un vaccin comme véhicule que d'essayer de concevoir un agent pathogène qu'on va libérer dans la nature. Et à supposer que l'on soit capable de développer une arme puissante, il y a aussi alors le risque de perdre le contrôle de cette arme et qu'elle se retourne contre ses auteurs. Et donc, pourtant, il semble que les gens ne soient pas capables d'accepter l'idée qu'un vaccin puisse être une arme biologique, alors que finalement, c'est la plus simple, la plus évidente et la plus facile à contrôler. Donc, quelle est la réaction des gens aujourd'hui face à cette idée? Est-ce que vous voyez un changement d'attitude? Eh bien, lentement. Je ne peux pas vraiment dire avec certitude, mais il me semble que le récit dominant commence progressivement à évoluer vers l'idée que cela pourrait être possible. Le problème, c'est que le grand public a été fortement conditionné par la propagande sur les armes biologiques. On les présente toujours comme des virus fabriqués en laboratoire, puis relâchés dans la nature. Il suffit de penser aux films Contagion, Outbreak et beaucoup d'autres séries. Notamment sur Netflix. Je suis sûre qu'il y a la même chose en France. On y voit constamment ce scénario. Un scientifique dévoyé crée un virus dans un laboratoire et le libère dans le monde. Mais c'est une idée fausse. En réalité, cela n'a jamais vraiment fonctionné. Dans le cadre de mes recherches, j'ai également examiné les documents déclassifiés disponibles publiquement concernant le programme officiel d'armes biologiques des États-Unis. Aux États-Unis, comme dans plusieurs autres pays, il existait des programmes militaires officiels de développement d'armes biologiques qui ont commencé dans les années 1940 et se sont poursuivis jusqu'en 1969 lorsque Richard Nixon les a officiellement interdits. À cette époque, une convention sur les armes biologiques a été mise en place, mais elle reste très peu contraignante. Nixon a alors décidé de l'éliminer et de transférer l'ensemble de ces programmes vers la recherche académique et la recherche sur les maladies infectieuses, en les présentant simplement comme des programmes scientifiques sur les maladies infectieuses. D'après ce que j'ai pu constater, l'armée a tenté beaucoup de choses, mais rien n'a réellement fonctionné. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, en près de 30 ans d'efforts, a été de cultiver certaines bactéries en très grande quantité, notamment l'anthrax. Ils produisaient de l'anthrax dans d'énormes réservoirs. Je crois que c'était quelque chose comme 10 000 litres. C'était gigantesque, presque de la taille d'un bâtiment. Ils pouvaient aussi cultiver quelques autres bactéries à grande échelle. Mais même l'anthrax, qui est pourtant l'un des agents les plus stables, et c'est la raison pour laquelle ils ont produit en grande quantité, il reste néanmoins relativement fragile. Donc ils pouvaient produire des bactéries. Ils ont donc essayé de placer ces bactéries dans des dispositifs de dispersion, des bombes, des pulvérisateurs et d'autres systèmes. Mais cela ne fonctionnait pas. Rien ne se propageait réellement. Ils ont fini par conclure que ce n'était pas une méthode efficace. En revanche, susciter la peur est beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, tout le monde est persuadé que ces armes existent réellement et fonctionnent, alors qu'en pratique, ce n'est pas le cas. Ils ont simplement transféré ces recherches dans le domaine des maladies infectieuses et des vaccins, tandis que Hollywood produisait des films et des séries de propagande alimentant cette idée. Et ainsi, en quelque sorte, la mission est accomplie. Tout le monde croit à cette absurdité. Mais je peux vous dire qu'on ne peut pas fabriquer un virus en laboratoire, ouvrir la porte et le voir se répandre partout. Cela ne fonctionne pas ainsi. Pour obtenir un effet réel, il faut délivrer des substances chimiques. Les armes chimiques peuvent être déployées, parfois en contournant les conventions internationales qui les interdisent, et c'est très facile. Il existe de nombreux composés différents, des substances parfaitement légales comme certains pesticides ou d'autres produits chimiques utilisés en agriculture. Vous pouvez par exemple pulvériser des métaux. J'explique souvent aux gens que si on aérosolise des métaux autour de vous et qu'on les respire, on peut développer une grippe. Il existe d'ailleurs un phénomène bien connu appelé la fièvre du soudeur. C'est un risque professionnel dans les métiers de la soudure. Lorsqu'on respire certaines particules métalliques,
On peut développer un syndrome pseudo-grippal, mais dans ce cas, il n'y a aucun virus. Je veux dire par là qu'il existe des moyens très simples de provoquer artificiellement une légère augmentation de syndromes grippaux anormaux pendant une certaine période de l'année, puis d'accompagner cela d'une forte campagne de propagande et de rumeurs. Est-ce que cela venait d'un singe? Est-ce qu'une arme biologique provenant d'un laboratoire de Wuhan? Et ainsi de suite. C'est très efficace pour susciter la peur. Mais les gens ne réalisent pas que ce type de scénario ne correspond pas à la réalité. Selon moi, la seule méthode réellement efficace est la vaccination. Ce sont donc les vaccins qui constitueraient les véritables armes biologiques, pas les supposés virus qui se propageraient dans l'air. Merci beaucoup pour cette explication très importante. J'ai interviewé un professeur belge qui vit aux États-Unis et qui s'appelle Martin Zizi. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un qui est placé assez haut en termes de défense et qui a travaillé comme expert à l'UNSCOM. C'est la commission pour d'experts pour les menaces bioterroristes de l'ONU. Il est notamment allé en Irak pour enquêter sur les armes chimiques. Et donc lui m'a expliqué exactement la même chose que vous. Très bien, je ne suis donc pas folle. Oui, absolument. Oui, donc ça pourrait être intéressant d'avoir son témoignage pour confirmer vos dires. Si je me souviens bien, vous avez aussi examiné la qualité des différents lots des vaccins, ainsi que les problèmes de fabrication, et il semble qu'il y aurait quand même des défauts aussi dans les contrôles de qualité. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet? Et est-ce que ça pourrait, par exemple, faciliter le ciblage de populations spécifiques ou de groupes spécifiques? Oui, mes premières recherches ont justement porté sur la variabilité entre les lots de vaccins. Lorsque ces produits ont été mis sur le marché et massivement promus, des signalements très importants d'effets indésirables et de décès ont commencé à apparaître presque immédiatement. Je me souviens même d'un épisode personnel. Vers 2021, je suis entrée dans une épicerie, chez nous. Il y a souvent une pharmacie dans les supermarchés. Et j'ai vu un jeune homme allongé par terre, juste à côté de la pharmacie, et tout le monde se comportait comme si c'était quelque chose de banal. J'étais choquée. Sa carte de vaccination était posée à côté de lui. J'étais choquée. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, et les gens disaient simplement « Ce n'est rien, il a juste fait un malaise, ça va passer. » Oui. C'était devenu tellement courant que j'en étais moi-même témoin. Mon mari m'a raconté une expérience similaire. Il était chez son médecin et on lui a fait fortement pression pour qu'il se fasse vacciner. Il a répondu « Vous savez, nous venons tous les deux de l'industrie pharmaceutique. Avez-vous observé des cas d'anaphylaxie avec ce produit ?» Et ils lui ont répondu « Oh oui, 3 hier. » Il leur a alors dit « Dans ce cas, je ne ferai pas cette injection. » L'anaphylaxie, ce sont des réactions allergiques graves pouvant entraîner un malaise comme celui que j'ai vu. Rapporter 3 cas en une seule journée est extrêmement rare, vraiment extrêmement rare. Dans les conditions normales d'autrefois, un tel signal aurait immédiatement entraîné l'arrêt du produit et une enquête. Si vous y réfléchissez, s'il y a une contamination à la salmonelle dans une salade, tous les magasins retirent immédiatement le produit des rayons. C'est la même chose pour les produits médicaux. Si 3 chocs anaphylactiques surviennent le même jour, au même endroit, après l'administration d'un produit, cela doit être signalé et le fabricant doit immédiatement lancer une action corrective. Identifier le problème, éventuellement rappeler le produit et mener une enquête. Or, rien de tout cela ne s'est produit. À ce jour, aucun rappel massif n'a eu lieu et aucune enquête sérieuse sur les effets indésirables n'a été menée correctement. Et si le fabricant ne le fait pas, les autorités de régulation, comme la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe, disposent de pouvoirs très étendus pour intervenir. Arrêter la distribution, rappeler les produits, sanctionner les fabricants, ils ont beaucoup de pouvoirs. Aux États-Unis, la FDA peut même mobiliser des équipes quasi paramilitaires pour détruire des produits dans une ferme
ou dans une usine de production. Cela a déjà été fait, par exemple, dans le cas de la vente de lait cru par certains agriculteurs. Les autorités sont intervenues et ont détruit les produits. Mais dans ce cas précis, les autorités disent soudain « Nous sommes impuissants, nous ne savons pas quoi faire ». Et cela dure maintenant depuis 5 ou 6 ans, n'est-ce pas? Mes premières recherches ont montré qu'il n'y a pas seulement un grand nombre d'événements indésirables, mais aussi une variabilité gigantesque entre les lots. Cette variabilité était d'un ordre de grandeur bien supérieur à tout ce que nous avions observé auparavant. Pour avoir un point de comparaison, j'ai pris comme référence les données sur les vaccins contre la grippe, qui ne sont pas non plus totalement sans risque, mais qui pouvaient au moins servir de base. J'ai donc téléchargé toutes les données disponibles sur les vaccins antigrippaux sur une période de 30 ans, et j'ai comparé la variabilité entre leurs lots produits par des dizaines de fabricants différents avec celle observée pour les vaccins contre le Covid. La différence est telle qu'on ne peut même pas les représenter sur le même graphique. Il faut utiliser une échelle logarithmique car les données sur la grippe apparaissent comme une minuscule ligne en bas du graphique, tandis que les lots des vaccins Covid varient de manière extrême, avec des milliers d'événements indésirables et parfois des centaines de décès associés à certains lots. Pour moi, cette analyse que j'ai menée pendant environ 18 mois a confirmé que ces produits n'étaient pas conformes aux bonnes pratiques de fabrication. Toutes les réglementations existantes exigent une constance et une qualité homogène entre les lots et entre les doses. Pour tous les médicaments, tous les produits médicaux et même pour les aliments produits en masse. Il s'agit donc d'une violation majeure de ces règles. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à comprendre comment tout le monde pouvait laisser faire ça. Mais au moins, cette analyse m'avait déjà permis de conclure que ces produits ne respectaient même pas les normes réglementaires applicables aux médicaments. And how would you explain the this variability between lots? En réalité, nous ne le savons toujours pas. Il est aujourd'hui presque impossible de l'évaluer précisément, car toutes ces doses ont été administrées et ne peuvent plus être analysées. Nous avons essayé d'identifier certaines tendances, mais elles ne sont pas très nettes. Les bases de données disponibles ne sont pas suffisamment détaillées. Par exemple, les données peuvent être regroupées par État, mais pas par comté ou par zone plus précise. Beaucoup de changements pourraient être encore apportés ultérieurement. Par la suite, lorsque j'ai mieux compris comment ces produits étaient fabriqués et distribués, j'ai réalisé que pratiquement n'importe quoi pouvait être introduit dans ces formulations. D'abord parce que certaines parties de la production sont contrôlées par les infrastructures militaires. Certains ingrédients proviendraient même d'installations de fabrication appartenant à des structures gouvernementales américaines, notamment à la CIA et à Fort Detrick, qui est le laboratoire de recherche sur les armes biologiques aux États-Unis. Ces installations sont donc détenues par l'État. Certaines étapes de la chaîne d'approvisionnement passent par des circuits de distribution militaires plutôt que par les circuits civils habituels des pharmacies. Dans ces conditions, il serait possible d'introduire n'importe quel composant à n'importe quel moment dans certains lots. Il existe aussi une grande part d'improvisation et de difficultés liées à la production de ces produits à grande échelle. Et ils ont commencé à augmenter ces quantités à une échelle phénoménale. La fabrication biologique est en effet extrêmement complexe. Elle comporte des centaines d'étapes et des centaines de composants différents. Ce ne sont que des produits chimiques. En quelque sorte, pour simplifier, ils ont tenté d'assembler de très grosses molécules chimiques qui sont ces chaînes d'ARN messagers, mais elles sont instables et se dégradent facilement. C'est donc un processus très approximatif qui n'a jamais été réellement optimisé. Il peut fonctionner à petite échelle, mais ils ont commencé à produire des volumes très importants, par exemple des lots d'environ 300 litres. Dans certains documents de fabrication que j'ai consultés, Pfizer indiquait que déjà dès 37 litres, la réaction chimique commençait à échouer. C'est un phénomène bien connu, un procédé peut fonctionner à une petite échelle, mais lorsqu'on augmente fortement la quantité de réactifs et le volume de production, la réaction ne se comporte plus de la même manière.
Les réactions chimiques ne se déroulent pas identiquement selon le volume. Ils sont passés de quantités de l'ordre du microgramme à des volumes de 30 litres, où les problèmes apparaissaient déjà, puis à des productions de 300 litres et davantage. La question est donc, que se passe-t-il dans ces conditions ? Cela entraîne forcément une énorme variabilité, simplement parce que le procédé de fabrication ne fonctionne plus de manière stable. Mais cela ne semblait pas les préoccuper. Dans le cadre réglementaire qui était mis en place, l'objectif n'était pas tant la qualité que la production massive de flacons, mais de vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Dans ces conditions, cela revient à une sorte de roulette russe. Soit on reçoit un lot très toxique, soit un lot où la réaction chimique a échoué et qui se trouve dilué, mais qui est quand même rempli dans des flacons et expédié. Oui, tout à fait. Je pense qu'en Europe, dans les documents qui ont été déposés à l'Agence européenne des médicaments pour la demande d'autorisation de mise sur le marché des vaccins Covid, certains ingrédients étaient secrets. Parce qu'il s'agissait d'une formule brevetée dont les compagnies étaient propriétaires exclusifs. Donc en fait, leur contenu n'a pas été divulgué au comité d'approbation de l'EMA. Est-ce que vous confirmez cela et est-ce la même chose aux États-Unis? Oui, absolument. Oui, c'est la même chose aux États-Unis. De nombreux ingrédients ne sont pas divulgués. Par exemple, pour Pfizer, il existe 2 composés appelés ALC, suivis de numéros, et personne ne sait exactement ce que sont ces substances, comment elles sont synthétisées, ni quels éléments rentrent dans leur fabrication. Sur les fiches techniques, on trouve aussi des ingrédients qui ne sont pas destinés à un usage humain et qui sont considérés comme toxiques. Cela ne signifie pas forcément qu'ils restent toxiques dans le produit final. Certaines substances peuvent être utilisées comme matière première et être transformées ensuite en un autre composé. Mais cela soulève malgré tout des questions importantes. Beaucoup d'éléments n'ont jamais été divulgués, y compris des aspects essentiels du processus de fabrication. Et lorsque j'ai examiné la documentation soumise à l'AEM, j'ai constaté que l'évaluation avait été réalisée selon un système de révision continue. Autrement dit, les entreprises envoyaient les documents au fur et à mesure de leur production et l'agence les examinait progressivement. Le problème est que dans un processus réglementaire normal, l'évaluation doit se faire sur un dossier complet. Description détaillée du procédé, validation de chaque étape, preuve que les contaminants ont été éliminés, caractérisation précise du produit final. Par exemple, comment démontre-t-on qu'un flacon contient bien 20 microgrammes d'ARN messager? Comment vérifie-t-on l'absence d'impuretés? Or, beaucoup de ces éléments n'étaient pas décrits de manière complète. La première documentation que Pfizer a soumise à la FDA comportait environ une centaine de pages. J'essaie de me rappeler. Plusieurs versions de ces documents ont ensuite été rendues publiques à la suite d'une fuite de données provenant de l'AEM. Imaginons la situation. Vers la mi-novembre 2020, les examinateurs reçoivent ce document d'une centaine de pages pour examiner un procédé de fabrication extrêmement complexe qui n'avait jamais été pleinement défini auparavant et pour lequel il n'existait pas de standard établi. Tout était en quelque sorte nouveau, inventé pour l'occasion, et les examinateurs disposaient de moins d'une semaine pour analyser cela. J'ai lu leurs commentaires. Ils indiquaient que de nombreuses informations manquaient. Ils écrivaient par exemple « Ceci manque, nous ne pouvons pas déterminer cela, nous ne savons pas comment cette étape est réalisée, et ainsi de suite. » Ils ont donc soulevé de nombreuses objections à l'AEM, et à ce moment-là, à la fin du mois de novembre, ils ont conclu que Pfizer n'était pas conforme aux bonnes pratiques de fabrication. L'AEM a donc au moins établi que ces produits n'étaient pas conformes aux bonnes pratiques de fabrication. Ils avaient également une préoccupation très sérieuse. Comme je l'ai expliqué, la molécule d'ARN messager est très grande. Ils ont essayé de l'assembler à partir de différents composants, mais elle a immédiatement commencé à se dégrader. C'est précisément ce que les évaluateurs ont observé. Ils ont constaté des ruptures de la molécule d'ARN et ont souligné que ce phénomène était imprévisible.
C'est un peu comme lorsqu'on brise une vitre, on ne sait pas à l'avance comment elle va se fragmenter. On obtient de grands morceaux, des fragments plus petits et des éclats très fins, et l'ARNM se casse de la même manière, de façon imprévisible, et c'est ce qu'ils ont dit. Or, les fabricants affirmaient que leur séquence d'environ 3000 paires de bases codait précisément pour la protéine spike de la souche de Wuhan. C'est une information très spécifique. Qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité et l'efficacité si vous codez? Si vous dites par exemple, notre séquence de 3000 paires de bases code pour la protéine spike de la version de Wuhan, ce qui est très précis, et qu'au lieu de ces 3000 paires de bases, vous avez 1500 paires qui flottent ici, 250 là et peut-être 4000 ailleurs, parce que quelque chose a été collé ensemble. C'est exactement ce qu'ils ont constaté et c'était aussi leur objection. Dans un processus d'autorisation normal, cela aurait suffi à arrêter la procédure. Si un évaluateur écrit qu'un produit n'est pas conforme aux bonnes pratiques de fabrication et qu'il existe de sérieuses inquiétudes concernant la stabilité de l'ingrédient actif, l'examen s'arrête immédiatement et par conséquent, le produit ne va pas plus loin. Et pourtant, de manière assez extraordinaire, 2 semaines plus tard, ce produit était autorisé et déployé sur les marchés du monde entier. Et toutes ces objections ont donc été ignorées. C'est la situation et cela fait également partie de mon témoignage dans le cadre de cette affaire. Pour en revenir au procès, malgré ce que vous venez d'expliquer, certaines personnes pourraient encore dire qu'il s'agit de négligence due à l'urgence. Alors, quels sont selon vous les éléments qui permettent d'affirmer qu'il y a eu une véritable planification, que ça a été programmé par les gens qui sont aujourd'hui au banc des accusés? Bien sûr, il y a les révélations plus récentes issues des documents liés à l'affaire Epstein. Elles ne font pas partie de notre témoignage car elles sont apparues trop récemment, mais elles constituent en quelque sorte un cadeau car elles confirment l'idée d'une préméditation et d'une planification, ainsi que le fait que la crise du Covid n'était pas simplement un événement de santé publique, mais un projet gouvernemental. Un projet impliquant des acteurs gouvernementaux, des structures de pouvoir, Epstein, JP Morgan, Bill Gates, des personnes qui se seraient réunies pour organiser des pandémies profitables. Cependant, nous présentons d'autres éléments de preuve allant dans le même sens. L'idée qu'il s'agissait d'un projet gouvernemental conçu depuis longtemps et orienté vers le profit. L'élément le plus important concerne les modifications législatives parce que l'adoption de lois est une série d'actes intentionnels. Et lorsque l'on observe que toutes ces décisions prises par différents législateurs convergent dans la même direction, cela devient significatif. Aux États-Unis, cela a finalement conduit à la mise en place d'un cadre juridique d'urgence que je décris souvent. Ce cadre repose sur un mécanisme très simple. La déclaration d'une urgence sanitaire peut être fondée sur l'opinion d'un seul haut fonctionnaire, le secrétaire du ministère de la Santé américain. Il s'agit d'un bureaucrate nommé, non élu, qui peut déclarer « Je pense qu'il y a une pandémie ». Et cela suffit et c'est la seule condition nécessaire pour déclarer une pandémie. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, le mécanisme est similaire. Le directeur général peut déclarer qu'il estime qu'il y a une pandémie et celle-ci est alors officiellement proclamée. Aucune donnée n'est nécessaire, aucune preuve d'une maladie particulière, ni même un nombre spécifique de décès. Lorsque ces déclarations ont été faites aux États-Unis comme au niveau mondial, la date clé aux États-Unis a été le 4 février 2020. À ce moment-là, il ne se passait absolument rien. Il y avait peut-être 50 cas PCR, pas dans le monde entier, mais peut-être aux États-Unis, et aucun décès. En réalité, il ne se passait strictement rien. Ils ont simplement fait une annonce. Une fois cette annonce faite, on parle de déclaration d'urgence pour le Covid. Elle s'inscrit dans le cadre d'une loi appelée PrEP Act, qui est très importante aux États-Unis. Cette loi n'existe pas en Europe. Toutefois, en Europe, on a créé une sorte d'équivalent en assemblant différentes dispositions réglementaires. Mais aux États-Unis, dès que cette déclaration est émise, on parle de déclaration d'urgence en vertu du PrEP Act. Dans ce cadre, le gouvernement peut utiliser ce qu'on appelle des contre-mesures. Ces contre-mesures ne sont pas considérées comme des usages médicaux ni comme des produits médicaux.
Il devient alors possible de donner aux gens des informations inexactes sur ce que contiennent ces produits, sur leurs effets, sur la santé, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le PrEP Act a été inscrit dans la loi en 2005, soit environ 15 à 20 ans avant qu'il ne soit effectivement utilisé. Nous avons d'ailleurs retrouvé les débats au Congrès à propos de cette loi. La manière dont elle a été adoptée est révélatrice. Elle a été insérée dans un projet de loi de plusieurs milliers de pages concernant les financements pour l'aide humanitaire après l'ouragan Katrina. C'est une tactique assez courante. On ajoute une disposition controversée dans un énorme texte budgétaire afin de prendre tout le Congrès en quelque sorte en otage, car le parti d'opposition ne peut pas se permettre de voter contre l'ensemble du texte. À l'époque, la majorité était républicaine. Ils ont donc discrètement glissé cette disposition dans le projet de loi de crédit, au milieu de la nuit, pendant un week-end de Noël 2005, une autre tactique fréquente. Cependant, à ce moment-là, les démocrates étaient dans l'opposition et plusieurs sénateurs ont pris la parole pour s'y opposer. Ils se sont organisés rapidement et ont demandé à un spécialiste du droit constitutionnel, Edwin Chemerinsky, de rédiger une analyse du projet de loi sur le PrEP Act. Parmi ceux qui ont exprimé leur opposition figuraient Joe Biden, alors sénateur, Hillary Clinton, également sénatrice, ainsi que Robert Byrd et Ted Kennedy. Ils ont tenu des propos extrêmement pertinents à propos de ce projet de loi, des propos avec lesquels je suis entièrement d'accord. Ils ont dit que c'était inconstitutionnel parce que justement c'était inconstitutionnel. Cela viole nos droits de poursuivre devant les tribunaux ordinaires pour tout décès, blessure ou destruction du bien causé par les actions du gouvernement. Ce droit a donc été totalement supprimé. Nous avons été privés de ce droit en 2005. À l'époque, Joe Biden et Hillary Clinton y étaient très opposés. Et comme je l'ai dit, cette loi a ensuite été justifiée dans les registres en disant « Que se passerait-il si nous étions attaqués par une arme biologique ou chimique ?» Elle a donc été conçue pour des situations très graves, comme la guerre ou le bioterrorisme, et elle relève de ce qu'on appelle le cadre des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ou cadre CBRN. Dans ces seuls scénarios, il disait à l'époque du vote de cette loi, « Si nous sommes attaqués par une arme biologique ou nucléaire, c'est une situation extrêmement grave. Il nous faut un accès immédiat et une distribution rapide de divers produits médicaux qui peuvent être expérimentaux. Il nous faut tout, surtout pour les premiers intervenants. Vaccins, traitements, tout très rapidement. Et on ne peut pas laisser cette responsabilité peser sur les fabricants, car sinon, ils ne fourniraient pas ces produits, ils auraient peur de nous donner ce nouveau produit. C'est ainsi que la loi a été adoptée. Mais ensuite, bien sûr, qu'ont-ils fait? Ils l'ont immédiatement utilisée. Comme nous le voyons maintenant avec les échanges d'Epstein avec Bill Gates et JP Morgan, ils disent « D'accord, cette loi nous permet de concevoir toute cette activité, ce fonds caritatif, qui est en réalité à but lucratif. Mais nous allons le présenter comme un fonds caritatif pour financer ça comme une valeur sûre. Nous pouvons maintenant injecter de l'argent dans cette préparation aux pandémies. » Et comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'avoir des pandémies ni de libérer des virus depuis des laboratoires. Alors que font-ils? Finalement, ils décident de les simuler. Ils ont donc commencé par ces événements de simulation, comme l'Event 201, etc. On simule, puis on imprime beaucoup d'argent et on met en place tout ce réseau de fabrication de vaccins. Et bien sûr, Bill Gates se vantait d'avoir multiplié son investissement par 20. Oui, chaque dollar investi a généré 20 dollars de profit. Parce qu'évidemment, il savait exactement sur quels chevaux parier, car ce sont ceux qu'il faisait courir. C'est très intéressant le fait d'avoir des témoignages sous différents angles qui se complètent.
Je sais par exemple que Catherine Austin-Fitts a expliqué que les aspects économiques du Grand Reset avaient déjà été décidés 6 mois avant que la pandémie ne soit déclarée. Et donc, effectivement, je pense que c'est fin janvier, il faudrait que je vérifie, mais au niveau européen, avant même que l'on déclare l'urgence sanitaire, ils avaient déjà commencé à débloquer un plan d'obligations financières lié aux pandémies. Et puis ensuite, ça a évidemment encore libéré la possibilité de lever des financements gigantesques comme plusieurs emprunts, comme par exemple les 400 millions d'euros de Next Generation pour l'Union européenne. Donc je veux dire, ça c'est incroyable, l'argent qu'ils ont réussi à prélever avec cette opération. Aux États-Unis, la première tranche de financement pour les vaccins est passée par l'opération Warp Speed. Environ 50 milliards de dollars ont été distribués d'ici mai 2020 par le département de la Défense aux fabricants de vaccins. Et bien sûr, ils ont organisé tout ça, ils ont rédigé la loi pour leur permettre de commettre ces crimes légalement. Ils ont écrit cette loi PrEP Act et toutes les lois connexes qu'ils utilisent pour dire quand nous déclarons une pandémie, nous pouvons suspendre la Constitution, vous priver de vos droits et en même temps nous approprier immédiatement toutes ces ressources par le biais des dépenses militaires en y injectant des sommes colossales dans nos entreprises déjà mises en place pour ça. Et ensuite, quand vous êtes tué ou blessé, vous n'avez plus aucun droit. Ils peuvent aussi vous mentir sur la gravité de ce qui se passe. C'est écrit dans la PrEP Act. Il est légal de mentir à ce sujet. Toute personne impliquée dans ce projet par ailleurs est considérée, en vertu de cette loi, comme un employé du gouvernement, peu importe où elle travaille. Le gouvernement leur accorde l'immunité souveraine, donc pour les besoins de ce projet, ce sont des employés gouvernementaux. Alors certaines personnes nous disent « Non, c'est juste un excès de pouvoir de la part des laboratoires pharmaceutiques. » Comment ça peut être un excès de pouvoir de la pharma? Le gouvernement vous dit que ce sont ses employés quand ils vous livrent ce vaccin. Donc c'est un projet gouvernemental. Do you know whether that's a bit different and there would be an angle in Europe? And, you know, if the legislation in Holland, for example, would be different, you know, regarding this specific aspect? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe pas de PrEP Act en Europe. Aux États-Unis, la PrEP Act a empêché pratiquement toute action en justice. Des milliers de cas ont été bloqués. J'ai écrit une revue de la jurisprudence qui s'est accumulée et il est très clair que cette loi a servi de mur de fer pour protéger tout ce cartel criminel. En Europe, il n'existe pas de PrEP Act. En Europe, ce qu'ils ont fait, ils ont créé ce que j'appelle une PrEP Act synthétique. Certaines lois de l'UE sont similaires à celles des États-Unis dans le sens où, si une urgence sanitaire est déclarée, elles permettent de relâcher certaines obligations, par exemple, certaines exigences de bonnes pratiques de fabrication peuvent être suspendues. Ce cadre offre donc une certaine flexibilité en situation d'urgence. Par contre, je ne connais aucune loi européenne qui permette au gouvernement de mentir aux citoyens. C'est un point important dans le cadre des poursuites que nous menons. Les responsables gouvernementaux, il y a une dizaine d'accusés, la plupart étant des fonctionnaires aux Pays-Bas, ainsi qu'Albert Bourla et Bill Gates, et on leur dit qu'ils ont menti aux citoyens néerlandais qui ont été blessés à cause de ça. Donc, c'est positif.
D'autres aspects concernent les contrats. Par exemple, la partie qui a obligé les gouvernements à suspendre la législation sur l'import-export, les lois de distribution pharmaceutique, la responsabilité à fournir des identifications à Pfizer et Moderna a été réalisée par le biais de contrats négociés, souvenez-vous, par Ursula von der Leyen, par texto avec Albert Bourla. Il y a aussi des communications dans les documents fuités de l'AME. Certains emails montrent qu'Albert Bourla faisait pression sur la FDA, la poussant pour obtenir des approbations plus rapides avant même que quiconque ait vu les données. Il écrivait des emails à Peter Marks tout en mentant simultanément aux évaluateurs de l'AEM. Il disait à la FDA, ou je ne me souviens plus exactement, qu'AEM voulait que ça aille plus vite, ou inversement, il disait à l'AEM que la FDA voulait accélérer. Ensuite, un échange d'emails révèle que certaines personnes se sont rendues compte de ce qui se passait et disaient « Oh, il ment !» Ok, wow, incroyable. Donc, le point positif, c'est l'absence de la PrEP Act en Europe. Aux États-Unis, nous sommes toujours sous déclaration d'urgence Covid via la PrEP Act. Et personne ne le sait. Cette information est censurée. Même ChatGPT ou une recherche sur Internet pourrait vous mentir à ce sujet. Actuellement, la déclaration PrEP Act est prolongée jusqu'à fin 2029. En Europe, comme je l'ai dit, il n'existe pas de telle déclaration. Nous espérons donc pouvoir discuter devant les tribunaux de l'ampleur monstrueuse de tout ce que j'ai décrit et démontrer que ces responsables et accusés ont consciemment conspiré pour nuire aux gens. J'ai une question à propos de ceux qui semblent avoir eu des informations à un stade très précoce de la situation. L'un d'eux, qui se nomme Ugur Shahin, il me semble qu'il était le concepteur original du vaccin Covid, le vaccin Pfizer, ayant été conçu en Allemagne par une firme nommée BioNTech. Et donc, il aurait miraculeusement produit ce vaccin en un seul jour. Et il me semble avoir lu un article, mais il y a déjà quelques temps, mais ça me revient à l'esprit maintenant qu'on a cette discussion. Je crois que c'était dans les publications du Brownstone Institute, et ça vaudrait la peine de se replonger dedans, parce qu'en fait, on expliquait qu'il aurait triché sur la date qu'il a déclarée, donc à laquelle il aurait commencé la phase clinique des essais du vaccin. Et en fait, il se serait lancé beaucoup plus tôt que ce qu'il a affirmé, peut-être même le lendemain de la première alerte par l'OMS. Et il aurait obtenu des passe-droits de l'Institut Paul-Ehrlich, qui est un peu l'équivalent allemand de la FDA, et qui est chargé de donner le feu vert pour les essais cliniques. Et donc, est-ce que, par exemple, ce genre de personne est également mentionné dans le procès, ou est-ce qu'il pourrait être assigné à comparaître? Je ne suis pas au courant de cela, mais nous connaissons BioNTech. Oui, comme ce sont aussi des Européens, et puis que nous n'avons pas de PrEP Act, ça pourrait être intéressant. Je ne poursuis pas moi-même l'affaire et franchement, le problème que nous rencontrons est le coût exorbitant de ce type de procès. Nous faisons tout gratuitement. Tous les experts travaillent gratuitement. Mais on me dit fréquemment aux États-Unis que nous ne pouvons pas nous occuper d'une affaire comme celle-ci, car celle-ci coûterait 5 à 6 millions de dollars à poursuivre, ce qui est exact parce que c'est ce que ça coûte. Et ici, ça représente quel montant en euros pour l'instant, le procès? Vous en avez une idée? Pour le cas précis,
Eh bien, je ne sais pas exactement. Comme je l'ai dit, tous les experts travaillent bénévolement. Nous n'avons plus qu'un seul avocat et il prend le paiement minimum. En fait, légalement, aux Pays-Bas, les avocats ne peuvent pas travailler pro bono, et je ne le savais pas. Aux États-Unis, beaucoup d'avocats prennent parfois des dossiers pro bono en pariant sur des règlements ultérieurs ou des indemnisations. Mais ils doivent quand même lever des fonds pour couvrir tout le travail. D'après mes discussions avec des avocats américains expérimentés sur ce type de dossier, ils disent « Oui, on peut travailler pro bono, on peut peut-être trouver des volontaires, mais il nous faut quand même plusieurs millions de dollars pour faire toute la procédure, la préparation du procès et tout le travail nécessaire. D'une manière ou d'une autre, nous devons trouver des fonds pour cela. Aux Pays-Bas, c'est plus compliqué. Les avocats ne peuvent pas travailler gratuitement. Donc, l'avocat principal prend le minimum légal qu'il peut recevoir. Une fondation a été créée et on demande aux gens de faire des dons via la page de Recht op Recht. Le lien est sur YouTube. Mais à ma connaissance, ils ne lèvent pas beaucoup de fonds. Nous tous, experts, travaillons gratuitement. Je paye moi-même mes déplacements aux Pays-Bas. J'assiste quelques journalistes venant de loin et je fais tout ce que je peux pour aider. C'est vraiment une situation très difficile. Si vous voulez poursuivre plus d'accusés, il faudra encore plus d'argent. De toute façon, on va partager les liens pour que les gens puissent vous soutenir. Vous, où est-ce qu'on peut vous aider personnellement? On peut s'abonner à mon Substack ou envoyer des dons via Buy Me a Coffee, qui est une sorte de page de donation. Les gens peuvent faire cela et aussi acheter mes œuvres d'art. Oui, j'ai déjà vu, j'adore vos tableaux. Oui, ça aide beaucoup. C'est essentiellement comme ça que je finance mon travail. Je vais vous envoyer les liens si vous pouvez les publier. Oui, merci, nous les inclurons, et aussi ceux de la fondation Recht op Recht. Et aussi Recht op Recht, la fondation via laquelle on peut faire des dons depuis l'Europe. Entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Qu'est-ce que vous attendez de la séance du lundi 9 mars? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens espèrent? Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Pour que les gens comprennent, le 9 mars, il y aura une audience d'appel, comme je l'ai dit, pour la première procédure préliminaire de consultation avec le juge. Les experts que les plaignants souhaitent présenter seront là, et c'est tout. Je serai présente en personne. Catherine Austin-Fate sera également là, ainsi que Joe Sanson. Donc 3 des 5 experts seront au tribunal en personne. Plusieurs journalistes seront également présents sur place. Nous ne sommes pas censés prendre la parole, mais nous sommes disponibles si le juge a des questions. Nous sommes principalement là pour soutenir l'avocat Peter Stassen, car il y aura plusieurs pauses et une salle de consultation où nous pourrons discuter avec lui, lui donner des conseils supplémentaires. Pour l'instant, il est prévu que seul Peter parle au nom des plaignants. Mais le juge pourrait avoir des questions ou il pourrait y avoir d'autres situations où nous devrons également intervenir. Nous serons là simplement pour montrer que nous sommes disponibles, que nous soutenons cette affaire, que nous sommes de vraies personnes avec une réelle expertise et que nous sommes prêts à venir au tribunal en personne. C'était notre idée de venir et de montrer notre soutien directement dans la salle d'audience. Vraiment, merci beaucoup de vous engager, de faire tout cela. Merci d'être présente. Vous savez s'il va y avoir un soutien du public ou s'il y aura de la foule? Je ne sais pas. Eh bien, nous l'espérons. Comme je l'ai dit, nous avons contacté de nombreux journalistes et nous nous attendons à ce qu'un groupe d'entre eux soit présent. Il y aura certainement une conférence de presse après l'audience.
Le tribunal a également indiqué que cela va être diffusé en direct. Je ne sais pas si ce sera public ou si ce sera simplement accessible via Zoom pour les autres experts qui ne peuvent pas être présents. Je ne suis pas encore sûre de cela. Je pense que ce ne sera pas public, que ce sera juste pour les gens dans la salle attenante. Je ne suis pas certaine. Quoi qu'il en soit, il y aura une conférence de presse après l'audience et nous nous attendons à ce qu'un certain nombre de journalistes y assistent avec des caméras pour des interviews et des discussions. Bien sûr, tout cela pourrait être publié. Voilà, suivez-nous tous. Nous allons traduire cela en français et publier aussi cette interview ainsi qu'un article complet juste avant l'événement pour que les gens soient informés et de manière à ce qu'ils soient au courant pour l'audience, le procès Amsterdam. Et puis, on se retrouve là pour en parler. Sacha, encore merci, vous êtes vraiment formidable. Je suis une grande fan de ce que vous faites. J'espère que ce sera aussi le cas de tous ceux qui nous suivent. Voilà, si vous appréciez cette interview, pensez à soutenir Sacha, à soutenir la fondation Recht op Recht. Vous pouvez également nous suivre sur le site essentiel.news ou sur notre chaîne YouTube. C'est principalement en français, on a aussi quelques interviews en anglais. Et puis nous avons une newsletter hebdomadaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et nous remercions tous ceux qui nous font un don, puisque nous n'avons pas encore bouclé notre budget pour 2026 et que l'équipe s'agrandit. À bientôt à Amsterdam!